D'accord, ça va dur. Attention, 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Toi qui veux t'en vivre libre, au-delà des soucis, des tracas de la vie. Toi qui veux goûter un bout de liberté, au prix de la joie, de l'amour que t'as laissé filer. Viens. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Jean-Bernard, tu as dirigé pendant un certain nombre d'années le pôle, comme on pourrait dire, d'art-thérapie ou de création artistique, D'expression libre, expression libre, intra-hospitalier, intra-hospitalier de Charles Perrins. un hôpital, un service universitaire de l'hôpital Charles Perrin à Bordeaux. Pendant combien de temps tu as fait ça? 35 ans. Qu'est-ce que tu as ressenti au terme de ces 35 ans? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Toujours la même joie. J'ai donné une interview il n'y a pas longtemps et je disais, quand je partais au travail, je chantais. Alors ça a surpris la journaliste qui me dit « Ben vous alors, vous êtes content d'aller travailler ?» Puis je dis oui. Parce que j'étais dans mon adéquation personnelle, parce que j'étais dans le métier que je voulais toujours faire, la relation à l'autre, la médiatisation par l'art, l'expression, voilà. Qui est mieux que moi, quoi. Il y en a, ils partent avec la boule au ventre. Moi, j'arrivais avec le sourire aux lèvres, qui est très accueillant. Est-ce que tu as des anecdotes de par-ci et par-là de ces 35 ans? Il y en a 36 000. Hmm. Mais en trouver une à l'instant, comme ça... Une anecdote du début. J'arrive dans un service, il y a 3 services, je vois vous savez, il y a des portes avec des fenêtres, un peu, des petits haillons pour voir ce qui se passe derrière. Et il y avait une patiente, une autiste. Qu'est-ce que l'autisme? Je ne connaissais pas l'autisme. Et je me mets à m'intéresser à cette personne. Qui avait ses codes, ses grommellement, elle ne parlait pas, mais elle parlait avec les yeux, et elle était attentive à tout. Elle s'appelait Claudine. Et un jour, Claudine est dans un bain. Alors, une autiste dans un bain, on laisse la porte ouverte. Hein, il n'y a pas d'intimité. Alors que vous avez les malades qui tournent autour. Et une idée me vient d'aller chercher une bouteille en plastique et de demander à un patient qui tournait dans le service de me prêter son transistor. Je donne la bouteille plastique à la petite âgée, mais enfin 25-30 ans, et pas d'âge. Et je me mets d'un côté avec le poste et je change de côté. Quand je vais à droite, elle prend la bouteille, elle tape à droite. Quand je vais à gauche, elle tape à gauche. Je dis, elle communique. Et donc, j'ai sorti cette personne de sa chambre et je l'ai prise régulièrement dans mon atelier en bas. J'ai intéressé des internes, le service m'a fait confiance. Je m'occupais de la personne dont plus personne ne s'occupait. On lui donnait à manger comme une bête. Tiens, mange. Et un jour, cette jeune fille, Claudine, est descendue, a profité de la porte ouverte pour venir dans mon atelier. Elle ne s'est pas trompée. Et Claudine a fait un cheminement. J'ai rencontré sa mère, j'ai discuté de comment ça s'est passé dans sa jeunesse, cette jeune fille. Sa mère était enceinte, elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Un déni de grossesse. Donc ça commençait bien. Bref, au bout d'un certain temps, Claudine ne s'arrachait plus les vêtements. Claudine mangeait à table avec d'autres. Ils ont décidé de l'envoyer dans une structure. Elle allait mieux, alors qu'elle avait passé de nombreux mois seule dans sa chambre. Et j'ai décidé d'aller la voir. Et je suis allé avec une surveillante du service. Et là, j'ai demandé à ce qu'elle participe à l'entretien avec le directeur.
Jamais ils avaient vu ça. Elle est venue, elle s'est assise à côté avec son regard coquin, ses bruits. Une petite précision, la communication que j'avais établie avec elle était médiatisée. C'est-à-dire qu'elle faisait des bruits et moi, j'avais une boîte de perles qui traînait là, que je remuais quand elle faisait agaga, je faisais un coup, agagaga, 3 coups, etc. J'avais mis en place un code entre elle et moi, médiatisé. Et donc là, nous voilà dans ce bureau du directeur d'un établissement à la campagne. Et là, on communique par nos codes, Claudine et moi, à l'insu des autres. Et aussi, à la vue des autres. Et quand on est sorti, il y avait une armoire sur notre passage. Elle a frappé à la porte de l'armoire, parce que c'est là, dans une autre armoire, à Bordeaux, où il y avait la boîte de perles. Elle voulait qu'on continue notre travail tous les deux. Magnifique. Suite à ça, j'ai pris un ensemble d'autistes. C'était pas une, c'était 7 ou 8 qui venaient faire des communications par les sons dans mon atelier. J'ai associé des internes, des psychologues, etc. On a fait un chemin comme ça pendant des années, etc., etc. Voilà comment j'ai commencé par le malade le plus atypique. Hein, c'est pas le patient qui travaille, qui est en déprime, qui est ceci, qui est cela, qui revient à l'hôpital pour partir mieux. Non, là, c'était le malade le plus lourd, dont personne ne voulait, et bien avec laquelle j'ai appris la psychiatrie. Et comment tu t'es senti dans cette expérience, toi? Heureux pour elle, heureux pour moi, heureux que... Alors, à la fois l'institution psychiatrique, au niveau des soignants, ça pouvait aller. Je m'entendais bien, je les rencontrais régulièrement, etc. Mais je me suis confronté à l'administration. Et on n'a pas été très copains. Et ils m'en ont voulu. Alors là, on va passer 30 ans plus tard. Toutes les œuvres créées avec mes patients, et Dieu sait s'il y en a eu. À l'époque, j'avais fait 450 expositions à Bordeaux et ailleurs. Et parce que j'ai pris ma retraite, j'ai sauvegardé certaines œuvres individuelles en vue d'un musée à l'extérieur, mais j'ai laissé plus de 1000 fresques collectives, un patrimoine inestimable. Et quand je reçois un coup de fil ou un mail, on me dit « il faut qu'on se rencontre, j'ai des choses à vous dire ». La direction de l'hôpital a détruit ces œuvres-là. Récemment, donc ça fait pas mal d'années que j'ai pris ma retraite, je reçois un coup de fil. « Monsieur, vous aviez amené au musée d'art brut de Lausanne, en Suisse, des œuvres d'un certain Jean-Marie. Des bandes dessinées, oui, effectivement. J'avais considéré que ces œuvres-là étaient du registre de l'art brut. 30 ans après, on me demande d'exposer ce gars-là. Donc, il a bien fallu que je retrouve les œuvres. Heureusement, elles faisaient partie des œuvres épargnées. Que je retrouve ce patient, cet ex-patient, et que je retrouve sa famille. J'ai tout retrouvé. Eh bien, on a présenté ces œuvres, tant mieux, mais les œuvres un peu plus grandes que les autres exposants avec lui ont pu présenter, moi, j'ai pas pu les présenter puisqu'elles ont été détruites par l'hôpital Charles Perrins. Une honte. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à cette destruction? Mais que c'était la double peine. Malade, arrivant à créer pour exister, pour communiquer, pour faire des expos, voir des gens, être considérés. On leur a enlevé ça. On leur a laissé leur souffrance, alors qu'ils étaient en train de revivre. C'est un scandale. Quel mot tu poserais sur cette pratique? Laquelle? La mienne ou? La leur. La leur.
La leur. Qu'est-ce qu'on fait dans un hôpital psychiatrique et quand on est capable de faire des choses comme ça? Voilà. Et effectivement, ils ont des œuvres, mais ce sont des personnes à prendre en considération. Et moi, c'était ça. Ça fait donc des années que j'ai pris ma retraite. Et bien récemment, on m'a invité pour une radio. Récemment, on m'a invité pour cette expo. Je continue à faire des expositions. Je continue à aller dans des festivals, à répondre. Et on me demande. Et il y a un film aussi sur YouTube, Le dernier voyage au l'arbre rose. Je vous invite à le voir. Et merci beaucoup. On va aller voir cette vidéo. On va mettre le lien dans cette interview. Comme ça, tout le monde pourra le voir. Bien sûr. Quelles améliorations est-ce que tu verrais qui pourraient être faites dans l'institution? Mais d'abord, avant de parler de ces améliorations qui pourraient être faites au niveau de l'institution psychiatrique, est-ce que tu pourrais nous dire la différence que tu as vue entre l'asile et le monde? L'asile en soi, c'est quand on est en montagne et qu'il y a un orage incroyable, on est content de trouver une grotte, de s'abriter, de trouver asile. L'asile en tant que tel, il n'est pas à combattre, il est à construire tous les jours, à prendre compte de tous les gens qui sont là, aussi bien les soignants que les soignés. Parce que on dit ce qu'on veut, mais c'est nous qui faisons les institutions aussi. Le Jean-Marie en question qui expose à Lausanne aujourd'hui, quand je l'ai retrouvé, que je suis allé le voir, que j'ai vu qu'il était bourré de neuroleptiques, quand j'ai vu que, et donc il bave sans arrêt, quand j'ai vu que, comme il a de l'arthrose, mais il ne faut plus qu'il marche, hein, on le met dans un fauteuil roulant, et du fauteuil roulant, ça sera comme un Brel, hein, du fauteuil au lit et du lit au lit. Hein, c'est ça qu'on attend des gens. Et ça, c'est pas le gouvernement qui fait ça. C'est les gens qui sont concernés. Il y a de très bons infirmiers, il y a de très bons médecins, il y a des nullités partout. Il y a des malades qui sont infects aussi. Il y a de tout partout. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que chacun prenne sa place dans le monde, comme tu dis, en respect en connaissance de soi, pour être ouvert à l'autre. Très intéressant. Comment on arrive à faire ça? Être en connaissance de soi pour arriver à l'autre? Un travail personnel, une joie d'existence, une joie de progresser, une joie de communiquer, une joie de ne pas juger l'autre. On peut me juger, moi. C'est du ressort de l'autre. Comme je te disais, j'ai fait une intervention à Béziers, je l'ai intitulée « On ne parle jamais que de soi ». Si on me fait une réflexion, j'en tiens compte. Mais quel est de ce qui me concerne? Je prends la part de la chose pour ce qui peut me concerner, m'interpeller. Mais je vois qu'il y a beaucoup de projections de l'autre. Donc je ne suis pas vexé si il a un mot qui le dépasse. Il parle de lui. Très concrètement, si on est un dirigeant, un directeur, ou quelqu'un du conseil d'administration d'un hôpital psychiatrique ou d'une institution sanitaire et sociale, comme on aime les appeler, par où commencer ce travail sur soi dont tu parles? Qu'est-ce que tu recommanderais aux jeunes qui arrivent en poste, à ceux qui deviennent directeurs aujourd'hui, pour éviter les erreurs du passé? L'humilité, apprendre à connaître le terrain avant quoi que ce soit, se souvenir qu'on a fait des études, beaucoup de Sciences Po, etc. Je fréquente beaucoup Sciences Po, donc j'en rencontre des gens là-bas. Hein? Comme disait Picasso, j'ai mis très longtemps à devenir jeune et à me débarrasser de l'enseignement que j'ai eu. Eh bien, ils n'ont qu'à faire pareil. Ils ont fait travailler leurs neurones. Moi aussi, j'ai un doctorat. Hein? Pas de médecine, mais je suis docteur aussi. Eh bien, arriver à s'émanciper de tout ça. Et de se dire, je suis un être humain, j'ai des contraintes matérielles, professionnelles, des normes à respecter, etc. Être directeur, c'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est d'être un directeur humain. Et il y en a. Celui que j'ai rencontré ne l'était pas.
Hein? Il faisait du mal aux malades, il n'était pas là pour ça. Hein? S'il a géré l'hôpital comme il a géré plus ou moins bien, c'est très bien. Mais ce n'était pas n'importe quel hôpital, quel métier. Hein? C'est un métier où il y avait des êtres humains en souffrance. Et bien il fallait alléger la souffrance. Et des soignants et des soignés. C'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Voilà. Et moi, j'étais jalousé, peut-être, mais je faisais mon boulot au-delà des heures, au-delà de tout. Je ne demandais rien à personne, je bossais. Et les malades ne s'y sont pas trompés. La preuve, c'est qu'après avoir quitté l'atelier, je continue des séances d'atelier dans une maison des jeunes et la culture, à leur demande. Et ça fait des années. Le groupe Liberté. C'est le groupe Liberté. Il y a eu l'Arbre Rose. Et quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai dit, on ne s'appellera plus l'Arbre Rose parce qu'on sera récupéré et on va s'appeler autrement. Et on s'est appelé le groupe Liberté. Alors, l'Arbre Rose, c'est mignon parce que on avait un arbre de Judée qui fleurissait rose en avril. Maintenant, avec le climat, il fleurit un peu différemment. Et l'arbre de Judée, l'arbre rose, la vie, on était associé à un arbre qui fleurissait, qui apportait la couleur dans cet hôpital parfois gris. Et ça, c'est Mademoiselle Gaillard, la déesse de la terre. Voilà, qui est venue en Suisse d'ailleurs, hein, qui est venue dans le musée d'art brut. Hein. Et là aussi, je suis allé à Martigny, qui est une ville dans le Valais en Suisse, et là j'ai pu amener mon chien dans le musée. Et au musée d'art brut, ils m'ont demandé de la laisser. Elle avait son sac, j'ai dû la laisser pour ne pas rentrer avec le chien. Et à un moment donné, je suis allé voir ce que ça devenait. Eh bien, ils avaient remis le sac sur sa tête, elle aurait pu s'étouffer. Voilà. Comment voulez-vous qu'on s'occupe des œuvres, des patients, qu'on était incapable de s'occuper de la vie, qu'elle soit animale, et je m'inquiète, et des patients. Des patients artistes en l'occurrence. On considère davantage une carrière ou un statut qu'un patient. On considère plus une œuvre qu'un humain ou qu'un animal. Eh bien, oui, ça c'est le problème des gens. C'est pas le mien. Comment on en arrive là? Peut-être parce que les gens sont pris dans un système et que ils n'ont pas assez de recul pour exister eux-mêmes et donc pour laisser la place aux autres. Et comment on arrive à ça? Par un travail personnel sur soi. Et on le fait aussi on apporte aux autres, mais les autres nous apportent beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai envie de dire, on devient humain. Je préfère dire, on est humain, mais restons humains. Et être humain, c'est communiquer avec l'autre. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas communiquer avec l'autre si on ne communique pas avec soi-même. Et pour ça, ça nécessite un travail personnel, dans le meilleur du monde. Mais des fois, c'est pas facile. Mais apprendre à s'aimer, c'est beau. Et j'y suis arrivé parce que c'est certainement dans ma nature, mais c'est aussi que les autres me l'ont appris. Voilà, parce que c'est un échange positif. Merci beaucoup Jean-Bernard Cousinet. Toujours, toujours le punch quand il s'agit de parler de choses positives. On a besoin de ça aujourd'hui, encore plus qu'hier. D'accord, c'est un lion. Ça prend en chant. 1, 2, 3. Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Vivre libre, sans bagage ni attente ni prétention, au-delà des sentiers battus, viens. Vivre libre, avec ce que tu es, lumière sur lumière, au-delà des sentiers battus, viens vivre libre. Pour t'extirper des folies humaines, sois naïf, deviens poète. Les rusés y sont indifférents. Ils ne créent rien, ils répètent. Toi, vis, toi, crée, plus vite qu'ils ne détruisent.
plus loin qu'ils n'imaginent, plus fort qu'ils ne seront jamais. Rappelle-moi, à chaque pas, que je sois exposé ou enseveli, d'affirmer je suis, je suis, je suis.